Bonjour à tous, ça fait maintenant 2 semaines que le semi-Ironman de Turquie est passé. J'ai eu le temps de réfléchir un peu à ce qui a pu permettre cette performance de 4h16. Donc c'est parti, on est parti pour le débrief de la course. Avant de commencer, pour tous ceux qui tomberaient sur cette vidéo sans avoir vu ma vidéo en Turquie, je vous mets un petit lien juste en haut. Et pour les autres, on est parti. Dans ce débrief, je vais pas mal comparer le semi-Ironman de Marbella avec ce semi-Ironman là, parce que c'est vrai qu'à 6 mois d'écart, c'est deux courses qui se sont passées totalement différemment, donc ça va être intéressant de pouvoir comparer les deux. Pour commencer, avant de décortiquer ensemble comment s'est déroulée la course, je vais simplement revenir sur les 2 semaines pré-compétition. Bon, cette période-là classique, on diminue la charge d'entraînement, on garde quand même de l'intensité. À chaque fois, c'est la même chose. Psychologiquement, c'est super compliqué de tenir parce que quand on passe de 15 heures d'entraînement par semaine à 10 puis 5, on se dit oh là là, ça fait 3 jours que je n'ai pas couru, je vais plus savoir mettre un pied devant l'autre. Souvent en pré-compétition, étant donné qu'on fait moins, on est soit tenté d'aller un peu trop vite, ou alors comme on fait du travail d'allure, on a souvent tendance à rallonger un tout petit peu les séances. Là cette fois-ci pas du tout, j'ai tout bien respecté donc ça va parfait. Simplement une seule séance sur laquelle je voudrais revenir, c'était à J-12, une sortie de 4 heures à vélo, donc 120 km. Comme je vous avais dit sur le récapitulatif pré-compétition, j'ai pas trop eu l'occasion de faire des sorties de plus de 3 heures sur cette prépa là. Donc psychologiquement, j'avais vraiment besoin de savoir ce que je pouvais donner sur 4 heures de vélo, parce que ma plus grosse crainte, c'est que j'ai pas les compétences et que j'ai pas les capacités de tenir en fait les 90 km. Donc quel meilleur moyen de savoir si on peut tenir 90 km que d'en faire 120? Je vous posais la question. Au final, cette sortie s'est extrêmement bien passée et surtout, ça m'a permis de voir que, étant donné que je venais de sortir d'une prépa Ironman où en fait le volume d'entraînement était énorme et où je faisais des sorties de 5-6 heures à vélo, tout ce travail de fond, au final, je l'avais déjà fait dans cette prépa-là. Mon endurance fondamentale s'est bien maintenue. Et après, avec le travail de PMA, le travail de seuil, en fait, mon niveau, c'est là où il a explosé. Donc voilà, tout ça pour dire que cette sortie-là, je pense que j'aurais pu m'en passer. Mais psychologiquement, elle m'a tellement mis dans des bonnes prédispositions. Et les 2 dernières semaines, j'étais en pleine confiance. Et je pense qu'avant une course comme ça, avoir confiance en soi, c'est un gros plus. Parce que si on commence la course et qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer, je pense qu'il n'y a rien de pire. Ensuite, J-3, j'arrive en Turquie, tout ça vous l'avez vu. Par contre le samedi, le jour avant la course, quand j'ai préparé mes transitions, il y a un truc qui m'a un peu choqué, c'est que j'ai tellement épuré mes transitions qu'en fait dans les sacs il n'y avait rien. Le fait qu'il y ait presque rien dedans, c'est ça qui m'a fait aussi gagner beaucoup de temps. Au final, mon objectif est plutôt rempli. J'ai comparé mes temps de transition avec les temps de transition du top 10 overall. Sur la T1, je me défends vraiment très bien parce que je suis dans les mêmes temps. Et sur la T2, bon, j'ai une petite trentaine de secondes en plus, simplement parce que quand je suis arrivé sur la de transition, j'avais mal retenu où était mon sac. Mon numéro c'était le 547 et en fait j'ai pris le sac du 457, donc je l'ai ouvert et c'était pas le mien. Donc le temps de le remettre, de me rappeler où est-ce que j'étais, de rouvrir le mien et de repartir, ça m'a fait perdre une petite vingtaine de secondes. La preuve que ça peut toujours être amélioré. Bon, je vois qu'il y en a qui commencent à s'impatienter, c'est parti, on va pouvoir parler du déroulement de la course. Tout d'abord, le matin, j'arrive avec une petite heure d'avance. On essaie d'éviter les erreurs qu'on a fait à Nice. Le changement par rapport à d'habitude, c'est qu'il n'y avait pas d'athlète professionnel, ce qui fait que l'organisation a prévu 2 choses. Tout d'abord, un départ groupé, où en fait tous ceux qui voulaient faire 4h30 ou moins pouvaient prendre part à ce départ. Et une fois que ce groupe était parti, après ils faisaient un rolling start classique. Bon, même si dans la vidéo pré-compétition, je disais que potentiellement je pourrais faire 4h45 parce que la prépa était pas idéale, vous connaissez un peu mon esprit maintenant, évidemment que j'ai pris part au départ groupé. Et franchement, c'était une super expérience parce que c'est la guerre. Le départ est lancé, tout le monde s'élance, il y en avait même un qui est tombé devant moi, je saute par-dessus. Franchement, c'était trop cool. Dans l'eau, la même chose, c'est un peu la guerre. Bon, après, je me suis permis de le faire simplement parce que je fais 1m90, plus de 80 kg. Je pense que si j'avais fait 1m50, 40 kg, je me serais peut-être avisé. Mais voilà, un petit départ un peu brutal comme ça pour lancer l'adrénaline, c'était pile ce qu'il me fallait pour cette journée. Ensuite, la natation, ça se passe plutôt bien, rien à signaler. J'ai mis 30 minutes 34. Là, ce qui m'a surtout retenu, c'était mes épaules qui commençaient à vraiment beaucoup brûler. Je me demande si c'est pas dû à ma combi. J'ai une Orca S6 taille 9. Le problème, c'est que maintenant que j'ai perdu 8 kg, il me faudra une taille 8. Donc le fait qu'elle soit peut-être un petit peu grande, en plus de ça, elle est très épaisse puisqu'elle favorise la flottaison. Donc voilà, forcément quand il y a un néoprène épais, ok on flotte mieux, mais par contre forcément ça brûle un tout petit peu plus. Je pense qu'avec mon niveau actuel, je pourrais me permettre de racheter une combi un tout petit peu plus fine au niveau des bras, ce qui pourrait me permettre d'être un peu plus libre, peut-être que ça brûle un tout petit peu moins, d'être un peu plus dégagé, parce que simplement j'ai besoin d'un peu moins de flottaison. De toute façon, on va pas se mentir, le fait que j'ai arrêté la préparation physique il y a 10 mois de ça, ce que je ne vous encourage pas à faire, ça joue forcément. Si j'avais eu un renforcement peut-être un tout petit peu plus spécifique, que j'avais gardé des muscles du haut du corps peut-être un tout petit peu plus développés,
ça aurait peut-être un tout petit peu moins brûlé. Et peut-être que j'aurais même accéléré. Le seul détail où là aussi c'est une première pour moi, c'est la sortie à l'australienne au bout des 1200 mètres, soit environ 18 minutes de course. Pour tous ceux qui ont déjà fait du triathlon ou qui ont déjà fait un swimrun, vous savez ce moment où ça fait une éternité que vous êtes dans l'eau, vous retournez sur la terre ferme, vous avez l'impression de même plus être humain, vous avez perdu votre équilibre, vous savez plus où vous êtes, vous avez le cœur qui bat à 180. Et bien voilà, c'est exactement ce qui se passe. Seulement le problème c'est qu'il faut retourner dans l'eau après. Et retourner dans l'eau avec un cœur à fond, personnellement c'est horrible. Tout le travail de gestion que tu t'efforces à faire sur les 1200 premiers mètres, il est réduit à néant. Au final, sur les 700 mètres qui te restent à faire en natation, tu remets 200, 300 mètres à réhabituer ton cœur, à retrouver un rythme, pour au final ressortir une deuxième fois de l'eau et retrouver ce supplice-là. Donc maintenant je peux dire, je sais ce que c'est une sortie à l'australienne, maintenant je peux aussi dire que je préfère quand il n'y en a pas. Voilà, ça c'était pour la natation. Maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse le plus. Je vous vois, on va parler du vélo sur lequel j'avais mis un objectif que je trouvais prétentieux de 2h30 que au final j'ai clos en 2h13, soit environ 40 km/h de moyenne au lieu des 36 que j'avais prévu. Je fais un petit démarrage timide puisque sur les 18 premiers kilomètres je suis à 36 de moyenne, 36 km/h. Normalement je suis censé accumuler un peu de fatigue. Le truc c'est que là, rien du tout, rien à voir avec ce que je faisais à l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, même si je trouvais que 36 km/h sur 2h30 c'était un peu beaucoup, ça m'est déjà arrivé de faire plus d'une heure à 37, 38 de moyenne, c'est pas non plus la première fois que je vois ces chiffres-là, mais avec une facilité comme ça, oui c'est la première fois. Ce qui a fait la grosse différence, je pense, alors forcément il y a l'adrénaline, ça joue, c'est sûr et certain, mais il y a aussi le vent. Donc sur la première partie du parcours, c'est pas non plus là où le vent était le mieux orienté, cependant ça n'a rien à voir avec le vent qu'il y a ici, le fait qu'il y ait presque pas de vent sur cette partie-là, au final 36 km/h ça passait vraiment facile. Là où la course a vraiment commencé, c'est justement à partir du 18e kilomètre. Ça se voit sur la courbe de vitesse d'ailleurs sur le graphique, parce que c'est le moment où je me fais doubler par un peloton. Vous vous doutez que je vais revenir sur le drafting. Et là, je me dis simplement bon. Là ça fait 18 km, t'es vraiment en mode balade, t'as deux solutions. Soit tu la joues vraiment sécuritaire et tu continues avec ce rythme là, t'es sûr de quitter le vélo en étant vraiment frais. Soit tu prends un petit risque et tu t'aventures dans des vitesses que tu connais pas forcément. Mais par contre à vélo tu vas faire un chrono de dingue. J'étais pas dans le brouillard non plus, J'avais mon cardio-fréquence-mètre, donc je voyais qu'avec la fréquence cardiaque que j'avais maintenant, je pouvais me permettre d'appuyer un peu plus fort. Donc le temps de cette réflexion, je me retrouve à peu près 50 mètres derrière le peloton, ils sont juste devant, je commence à appuyer un peu plus fort et je commence à les rattraper petit à petit, kilomètre après kilomètre, je me rapproche, sans parler de drafting parce que j'étais bien trop loin derrière. Mentalement, avoir déjà un visuel juste devant soi, un objectif à atteindre, ça permet de décharger un tout petit peu son esprit. Donc ce peloton, je l'ai suivi jusqu'à environ là sur la carte, où évidemment dans ce monde il existe une justice. Tout le peloton s'est pris un carton bleu, donc 5 minutes d'arrêt pour tout le monde. Moi j'étais une quinzaine de mètres derrière, j'ai tous doublé, allez bye bye. Je sais qu'il y a beaucoup de compétiteurs sur cette course qui se sont plaints du drafting. J'ai vu ensuite sur FinisherPix les photos à vélo et en effet je trouve ça assez abusé, je vais vous en afficher quelques-unes, mais d'après ce que j'ai compris il y en a quand même beaucoup qui se sont fait pénaliser, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour revenir sur comment s'est déroulé le parcours, il y avait un tout petit passage de quelques kilomètres qui pour le coup était vraiment dur avec un vent de face. Là on voit que mon cœur s'emballe un petit peu, je finis à monter à 160 battements par minute. 160 battements par minute, pour ceux qui ont vu la vidéo des tests, c'est mon seuil fonctionnel, donc c'est à dire que c'est au-dessus de mon seuil anaérobie. Ça pour le coup je me suis dit bon, et bah t'as joué, t'as perdu, là tu vas péter c'est sûr. Je voyais la fréquence cardiaque qui petit à petit montait, et je ne pouvais rien y faire. L'avantage, quand on a le vent de face, c'est que si on fait demi-tour, on a le vent de dos, bien joué. Donc j'ai pris ce petit risque sur cette petite portion là parce que je savais qu'elle n'était pas très longue et au final quand j'ai fait demi-tour, après la fréquence cardiaque elle est redescendue, il n'y a eu aucun souci. Et là où c'est intéressant, quand j'arrive à la fin de ce premier tour, je me dis waouh, genre ça fait déjà 50 km que je roule et je suis presque pas fatigué. Alors forcément j'avais mal à la nuque, j'avais mal au bas du dos parce que bon c'est une position sur laquelle je me suis pas assez entraîné, mais contrairement à Marbella, on se souvient du dénivelé. Quand je suis arrivé à la moitié de la course, je venais de finir une descente et je me dis mince, tout ce que je viens de descendre, je vais devoir le remonter là, c'est horrible, genre j'ai plus de jambes, je suis à 45 km et il me reste la moitié. Et c'est de la montée en plus. Donc psychologiquement, arrivé à la moitié du vélo, mais je suis dans deux mondes totalement opposés. D'un côté, à Marbella, où je me dis je vais mourir, et de l'autre côté, où je me dis mais c'est genre c'est le meilleur jour de ta vie quoi. T'as fait 50 km, à l'entraînement t'es à 25 km/h, tu fais 50 km, t'es fatigué, là t'es à 40 et tu ressens mais rien du tout quoi. T'as un peu les jambes qui forcent forcément,
mais franchement t'es encore frais quoi, tu peux même presque accélérer. Bon, je me suis quand même dit on va se calmer, hein. Je vais pas accélérer non plus parce qu'il y a quand même 21 km de course à pied juste après, mais vous avez compris l'idée. Donc le deuxième tour il se passe, j'appuie, franchement c'était vraiment trop cool. Cette sensation là de vitesse, je te finis la dernière ligne droite avec le vent de dos à plus de 40 km/h, 43 il me semble. Et enfin j'arrive à la fin des 90 km et c'est super important. Genre, je me dis, je vais faire une super course à pied. Mentalement, je comparais l'état où j'étais par rapport à l'état que j'avais à Marbella, qui était totalement différent. À Marbella, j'ai fini le vélo, déjà dès le 70e kilomètre, j'en pouvais plus. J'étais en mode, la course à pied, ça va être impossible de la faire. Alors que là, j'ai posé le vélo, je me suis dit, mais les 21 km, mais je vais me régaler. Donc 2 états psychologiques totalement différents. Forcément, avec 6 mois d'expérience en plus, ça permet d'expliquer en partie ce décalage de sensations, mais c'est surtout le dénivelé quoi. Ça veut dire qu'entre 50 mètres de dénivelé et 1400 mètres de dénivelé, 85 kg franchement, à se traîner dans les montées c'est lourd quoi. Après c'est vrai, je vous l'accorde, j'avais pas le même vélo, bon c'est sûr. Pour finir sur le vélo, je vais juste parler très rapidement de la nutrition. Donc j'ai mis dans ma gourde entre mes prolongateurs de l'eau, je sais pas combien, j'ai dû boire peut-être 2 litres, ça pour le coup j'ai pas trop compté. Ma gourde de boisson isotonique, j'ai pas eu besoin de la recharger, j'ai mis 2 heures à la boire petit à petit, donc ça va. Et par rapport à l'alimentation, j'ai pris 2 gels et 2 barres. Donc ça fait un gros apport en glucides toutes les 30 minutes, et en plus de ça, l'apport constant grâce à la boisson isotonique. Voilà, on a fini sur le vélo. Là en Turquie, tout était réuni pour vraiment faire la meilleure course possible. Certains pourraient se dire que c'est anormal une telle différence entre l'objectif qu'on se fixe et ce qui est possible en réalité. Ce que je peux simplement vous répondre, c'est qu'à l'entraînement, quand je fais des entraînements d'allure, en général, mis bout à bout, ça dure maximum 30, 40, 1 heure. Donc sans vraiment d'expérience, c'est super compliqué de se projeter et de se dire la vitesse que je tiens en fractionné sur 1 heure, au final je peux la tenir 2h30. C'est super compliqué. Donc oui, 38 km/h, 39 km/h, des kilomètres à 40, j'en ai eu. C'est juste que jamais j'aurais pu penser que j'aurais pu tenir cette vitesse sur plus de 2 heures. Bon, pour finir, on va clôturer par la course à pied. La course à pied, très bon départ. Évidemment, surtout quand on a des bonnes jambes, on a vite tendance à s'enflammer. Il y a des moments où sur la montre, je voyais 3 minutes 20 du kilomètre, je me dis il va peut-être falloir ralentir. De toute façon, c'est quelque chose que j'avais déjà pu remarquer sur mes entraînements de bike and run. Quand on descend du vélo, les jambes elles sont un petit peu anesthésiées et donc on ressent absolument pas la fatigue et on a tendance à s'emballer un tout petit peu. Le problème c'est que quand cette anesthésie elle s'enlève, et la fatigue elle nous tombe dessus un peu comme la misère sur le monde. Donc c'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas courir seulement avec les sensations, mais qu'il faut bien s'entraîner à avoir un travail d'allure juste avant, parce que si j'avais couru à 3 minutes 20, j'aurais fait 1 km et après je me serais éteint. Sur la course à pied, donc il y avait 3 tours à faire. Le premier tour, je l'ai clôturé à 4 minutes du kilomètre de moyenne, ce qui est vraiment bien parce que je m'étais fixé comme objectif 4,15. Donc pour certains, ça serait une erreur d'aller trop vite par rapport à ces objectifs. Je préfère faire une grosse première partie et ensuite finir la deuxième partie au mental. Donc sur ce premier tour, la première moitié, je l'ai fait en solo et sur la deuxième partie, j'ai suivi quelqu'un qui allait justement à cette vitesse-là parce que j'étais prêt à ralentir à 4,15. Ce mec-là me dépasse et je me dis c'est le moment de le suivre. Donc je me mets juste derrière lui pour le coup à 50 cm. Le mec horrible, je pense que si quelqu'un avait fait ça sur moi, j'aurais trouvé ça absolument détestable. Mais désolé, c'est la compétition. Donc je le suis jusqu'à la fin du premier tour et là je vois le cardio qui commence à augmenter progressivement. Et je me dis il reste quand même encore 2 tours. Ralentis un tout petit peu pour pas te cramer et pour pouvoir finir dans des bonnes conditions. De toute manière, sur les graphiques, à partir de la fin du premier tour, ça se voit assez facilement que la fréquence cardiaque a beaucoup plus de mal à être tenue. Psychologiquement, si on se laisse aller, si on fait pas attention, on a vite tendance à ralentir. C'est pour ça que la fréquence cardiaque fait des pics, on ralentit, on s'en rend compte, donc on remonte. Mais voilà, c'est là où le combat commence un peu à arriver. La course continue, les kilomètres passent. Tout d'abord, je descends à 4,10, puis 4,20, puis je me stabilise à 4,30. Donc j'avais 2 choix. Soit je pouvais finir tranquille, profiter de la course, soit je pouvais changer mon objectif. 4h30, c'était sûr et certain que j'allais y arriver. Donc ce que je me suis dit, simplement, il faut que tu changes d'objectif. Je commence à faire des petits calculs, déjà ça commence à passer les kilomètres, c'est bien, ça permet de pas penser à autre chose. J'en viens à me dire que si je passe pas sous les 4 minutes 30 par kilomètre, je vais pouvoir boucler ce semi-Ironman en moins de 4h20. Donc 10 minutes sous mon objectif le plus optimiste. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué par exemple sur Nice, puisque sur les 15 derniers kilomètres, ma montre elle avait pas assez de batterie, j'ai mis trop de temps pour finir la course. Au contraire, même chose sur cette course, si j'avais pas eu de montre, si j'avais pas le cardio-fréquence mètre, peut-être que j'aurais un peu moins bien géré la course à pied, peut-être que je me serais trop écouté, je serais peut-être descendu trop bas, ou alors je serais parti trop vite. Voilà, je trouve quand même que la technologie ça aide beaucoup dans ces cas-là. Sinon après sur les 2 derniers tours, j'ai pas vraiment grand chose à dire, c'est vraiment la lutte habituelle, on a envie de ralentir et c'est le combat que j'ai vécu à chaque fois. On a l'impression constamment qu'on accélère, seulement quand on regarde sa montre,
notre vitesse ne bouge absolument pas. Je pourrais jurer que sur les 7 derniers kilomètres, j'avais l'impression d'accélérer progressivement, et pourtant quand on regarde la courbe, au final quand j'ai fini ma course, même si j'ai forcé pendant longtemps et que j'ai vraiment tout donné, on peut dire que j'ai fini dans des bonnes conditions, alors qu'à Marbella, j'ai tout donné, mais j'ai vraiment beaucoup trop donné. Je sais pas si j'en ai parlé, mais pour essayer de me rapprocher le plus possible des 5 heures, je suis allé dans des retranchements dans lesquels j'aurais jamais dû aller vraiment. Et quand j'ai passé la finish line, c'est simple, je me suis assis sur une chaise et je suis resté comme ça 20 minutes. Donc sur la course à pied, si j'avais juste une toute petite conclusion à donner, c'est que encore une fois, j'ai pas fait le choix de faire un split constant. C'est peut-être une erreur. Ça pour le coup, vous pouvez me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Ce que j'aurais pu améliorer, encore une fois, j'ai dit, ça fait 10 mois que j'ai pas fait de préparation physique et je sentais qu'à la fin, les jambes, c'était vraiment du béton. Donc je pense qu'avec une meilleure préparation physique, du renforcement sur les jambes, j'aurais pu peut-être tenir une allure un peu plus forte, un peu plus longtemps. Bref, tout ça c'est terminé. Avant de vous quitter, j'ai juste une question à vous poser parce que encore une fois, je rencontre le même problème que j'ai rencontré à Marbella, le même problème que j'ai rencontré à Nice. Sur la course à pied, vous voyez qu'à un moment je me suis arrêté, je suis obligé de m'arrêter pour faire pipi. J'ai un problème, je me dis je vais faire dans l'eau, désolé pour les nageurs qui sont derrière moi, mais rien que le fait de forcer, psychologiquement je suis bloqué, c'est-à-dire que je suis dans l'eau, impossible de faire pipi, et dès le moment où je sors, j'ai envie. Je suis en mode c'est une blague quoi, donc là sur le vélo ça m'a pas dérangé, par contre quand je me suis redressé sur la course à pied, c'était compliqué, j'étais obligé de m'arrêter. On peut voir que je perds 40 secondes, et si on met les 40 secondes de ça avec les 30 secondes de la transition 2 où je me suis trompé de sac, ça fait 1 minute 10, et 1 minute 10, c'est le temps que me met le premier. Donc si vous avez des astuces pour réussir à ne pas avoir envie de faire pipi pendant 5 heures, envoyez-moi un message, marquez-le dans les commentaires, parce que personne n'en parle de ça. Ça, aucun athlète n'en parlera jamais. Par contre, moi, je veux trouver la solution, je veux trouver le secret. En tout cas, si vous m'entendez maintenant, ça veut dire que vous avez regardé l'intégralité de la vidéo. Je sais pas combien de temps elle a duré, mais vu le temps que j'ai passé à filmer, elle doit être extrêmement longue. Bravo à vous. Je préfère faire des vidéos extrêmement exhaustives, où je raconte un peu ma vie, où je raconte les petits détails, peut-être qu'ils sont pas importants, mais justement, souvent, la performance, elle se cache dans les détails. Et justement, ces détails-là, je sais qu'ils vont sortir de ma tête à un moment. Et c'est pour ça que je fais aussi des vidéos, parce que ça m'arrive de la regarder et des fois je me rappelle de certains détails et je me dis peut-être que ça c'est important. D'ici la prochaine vidéo, moi il me reste encore quelques petits jours de repos. De votre côté, j'espère que l'entraînement se passe bien. Si vous aussi vous avez fait une petite coupure annuelle, profitez. Et sinon, à la prochaine.